La pluie battait avec des gouttes lourdes sur le pare-brise. Mais Jordi n'y prêtait aucune attention, se contentant d'actionner les essuie-glaces du taxi pour voir la route. Il était pressé de prendre un passager important. Il ne cessait de penser à ce qu'il avait accompli dans sa vie. Le front plissé, Jordi ne pouvait même pas se rappeler de moments heureux. Il travaillait depuis longtemps comme chauffeur de taxi, mais son patron le détestait et lui avait donné une voiture très vieille. S'arrêtant à un feu de circulation, Jordi pensa, « Pourquoi n'ai-je pas choisi une autre profession? Maintenant, je ne travaillerai pas comme un chauffeur pathétique. » Le feu passa au vert et Jordi reprit sa route. Mais il entendit soudainement un bruit sourd sous le capot. La voiture faillit tomber en panne et son patron dirait que c'était de la faute de Jordi. Il l'accuserait de la panne et le ferait payer les réparations. Non, ce n'était pas la vie que Jordi voulait. Mais il n'y pouvait rien, car il n'était pas du coin et n'avait pas encore établi les bonnes connexions. Des pensées tristes ne cessaient de le tourmenter. Il se souvenait même à quel point l'opérateur de taxi avait donné de bonnes courses coûteuses aux chauffeurs locaux et pas à lui. Et il se retrouvait sans rien. Une telle injustice déprimait Jordi et le faisait penser qu'il avait fait le mauvais choix dans la vie. Il était orphelin et ne pouvait compter que sur sa propre force dans n'importe quelle situation. Après avoir traversé 2 intersections de plus, Jordi voulut tourner dans une ruelle pour raccourcir son trajet. Mais soudain, une jeune fille enceinte sauta devant sa voiture. Elle agita délibérément les mains comme si elle allait tomber et bloqua la route. Jordi maudit. « Avez-vous perdu la tête, fatigué de vivre ?» Il ne comprenait pas pourquoi cette étrangère s'était presque jetée sous sa voiture, risquant sa vie. Il sortit de la voiture et lui cria à nouveau. « Vous vous ennuyez dans votre vie? Je suis pressé de prendre un passager, mon patron va me dévorer si je suis en retard. Vous ne pouviez pas emprunter le passage souterrain? » La fille s'assit sur le trottoir et éclata en sanglots. Jordi réalisa qu'il n'aurait pas dû dire ça. Elle était enceinte, et il ne savait pas pourquoi elle avait décidé de traverser la route ainsi. Peut-être qu'elle était pressée d'aller quelque part, elle aussi. Et si elle avait des contractions, que devrait-il faire? Toutes ces pensées lui traversèrent l'esprit. Il se sentait coupable et proposa à la pauvre femme de monter dans sa voiture. « Allez, montez dans la voiture. » Il semble que la pluie n'a pas l'intention de s'arrêter. Une fois dans la voiture, la fille le regarda avec méfiance. Jordi sentit même une sorte de danger, ou quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas un humain, mais un fantôme qui était monté dans sa voiture. Il chassa ses pensées, lui tendit la main et dit « Je m'appelle Jordi, je suis chauffeur de taxi. » Et la fille dit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. « Et moi, je m'appelle Blanca, ancienne détenue. » Jordi ressentit à nouveau le danger. Mais cette fois, c'était encore pire, il devint très nerveux. Soudain, il pensa, je n'aurais pas dû la laisser monter dans la voiture. Blanca remarqua les tremblements dans ses mains et se dépêcha de le rassurer. « Calmez-vous, je suis juste une ancienne détenue. Et il n'y a rien de mal à cela, à moins que vous soyez contre le fait que les femmes puissent aussi aller en prison. »« Non, non, » répondit Jordi avec excitation, « je n'y avais même pas pensé. Tout peut arriver dans la vie. Même moi, je ne peux pas dire ce qui m'arrivera demain. » La passagère enceinte posa sa main sur l'épaule du chauffeur et dit doucement « Je ne suis pas voyante, je ne peux donc pas répondre à ce qui vous arrivera demain. Mais je suis sûre qu'une nouvelle vie commencera pour vous très bientôt. » Les paroles de Blanca semblaient étranges pour Jordi. Il pensa soudain que demain, ou après-demain, son patron trouverait une raison de le punir à nouveau. Alors une nouvelle vie commencerait vraiment, sans argent et peut-être même sans travail. Jordi y pensa tout en se remémorant son enfance. Il n'avait jamais connu ses parents. Il avait été placé dans un orphelinat dès sa naissance. Il n'avait jamais connu l'amour ou l'affection. Les responsables le laissaient souvent seul à l'orphelinat pendant toute la journée, laissant les enfants sans surveillance. C'est là que Jordi a appris à survivre sans compter sur personne. Il n'avait presque pas d'amis, son sens de la justice en faisait un marginal parmi ses pairs. Il faisait toujours toutes sortes de bêtises, s'enfuyait de l'orphelinat, et Jordi, sentant une peur terrible, restait seul. Il ne les suivait pas, donc il n'a jamais eu d'amis. L'orphelinat était dans un petit village. Et Jordi ne savait pas ce qui se passait en dehors du village. Mais il rêvait de sortir des murs qu'il haïssait le plus rapidement possible. Il voulait aller quelque part où il serait respecté et aimé.
Mais où aller? Il n'avait pas de famille, et même s'il en avait, il ne se souciait pas de lui. Les responsables de l'orphelinat lui répétaient que ses parents l'avaient abandonné. Après cela, il ne voulait plus se rapprocher de personne. Et le désir d'être aimé n'était qu'un fantasme d'enfant. Tant qu'il y avait une opportunité, et que l'État aidait, Jord y a obtenu son permis de conduire. Il savait que cela l'aiderait à gagner de l'argent dans le futur. De toute façon, il ne voyait aucune autre opportunité pour lui-même. Bientôt, il déménagea du village éloigné à la capitale. Il voulait trouver un emploi et se stabiliser dans la ville. Il a visité des dizaines d'entreprises avant de trouver un emploi. La seule offre était dans un service de taxi, et son patron était un homme arrogant, Alvaro Coronado. De plus, Jordi louait un appartement en périphérie de la ville. Cependant, la tension entre lui et son patron le rendait nerveux tout le temps. Pas un jour ne passait sans qu'Alvaro ne le gronde sans raison. Parfois, Jordi se sentait comme un paria. Et il n'y avait aucune chance d'améliorer la situation à moins qu'il ne démissionne. Cependant, il n'avait pas l'intention de démissionner et décida qu'il essaierait de prouver par ses actions à quel point il pouvait être utile. Et une fois, Jordi a même osé dire ce qu'il pourrait faire pour améliorer leur efficacité, mais il l'a dit au PDG de l'entreprise, et Alvaro l'a entendu. Ensuite, la conversation s'est tournée vers une nouvelle huile de moteur. Et Jordi a plaisanté en disant qu'il en savait autant qu'un professionnel. Le PDG a félicité le jeune homme pour son initiative, mais Alvaro était en colère. Ce n'était pas lui qui avait proposé une bonne idée, et maintenant le PDG ne le féliciterait pas devant les autres employés. Mais il n'y avait rien qu'Alvaro puisse faire, d'autant plus que Jordi était devenu un bon ami du PDG. En même temps, Alvaro attendait simplement le bon moment pour se venger. Mais Jordi travaillait si bien qu'il ne donnait aucune raison d'être puni. Mais après la course d'aujourd'hui, tout peut arriver. Quand Alvaro l'a envoyé faire cette course, il a même souri méchamment. Mais ensuite, Jordi a été distrait de ses souvenirs et a regardé sa passagère. Si ce n'est pas un secret, c'est pour quel mois? Le 7e mois. L'accouchement approche bientôt, répondit Blanca avec un sourire. Jordi s'arrêta devant un feu de circulation à nouveau. Et je n'aurai probablement jamais d'enfant. Je suis seule, comme un loup, et je n'ai toujours pas trouvé mon partenaire de vie. Et probablement que je ne le trouverai jamais, car je ne fais plus confiance aux gens. Tout est devant vous, il suffit de croire, dit-elle, si vous le voulez, vous pouvez changer votre vie. Je vois que vous êtes un gars gentil et sincère. Et des gens comme ça, on ne veut tout simplement pas le voir et on pense que personne ne se soucie de vous. Peut-être que vous avez raison, et que je dois changer quelque chose dans ma vie, répondit Jordi en haussant les épaules. Blanca dit qu'elle paierait certainement la course. Mais elle devait se rendre à la bonne adresse. Ensuite, elle indiqua la rue et le numéro du bâtiment. Jordi secoua la tête et dit « Allez, je ne demande pas à être payé. Je sais que vous n'avez pas d'argent. Savez-vous combien de passagers comme vous j'ai rencontrés? De quoi parlez-vous? » Tout ce qu'il disait, c'était « Attendez, je vais chercher de l'argent chez moi et payer la course. » Et quand je les emmenais à l'adresse, ils s'enfuyaient. Non, vous n'avez pas à mentir, et il n'y a aucune raison de le faire. Je ne prendrai pas d'argent de vous, je vous conduirai gratuitement. La fille baissa la tête et murmura presque. Je ne suis pas une mendiante, si c'est ce que vous pensez. Oui, j'ai passé suffisamment de temps dans un endroit où les gens ne pensent qu'à la liberté. Mais cela ne veut pas dire que j'ai perdu mon humanité et que je ne peux pas assumer mes responsabilités. Vous vous trompez, et je le prouverai à tout le monde. Elle parla de nouveau de manière élusive. Et comment pouvait-il la comprendre? Jordi leva les sourcils et répondit en plaisantant. Très bien, comme vous voulez. Mais gardez à l'esprit que je ne vous conduirai pas plus loin que l'adresse que vous m'avez donnée. Je dois prendre un autre passager et être à l'heure. Blanca acquiesça, et ils roulèrent en silence pendant la demi-heure suivante. Jordi regardait la route, et la fille regardait ses genoux. Elle ne pleurait pas, seules ses épaules tremblaient. En remettant ses cheveux en place, Blanca regarda Jordi et sourit. Il en fit de même, mais discrètement, comme s'il avait peur d'un retournement de situation imprévu. Enfin, lorsqu'ils arrivèrent, Jordi remarqua que c'était une banque. Il plaisanta immédiatement à ce sujet. « N'osez pas cambrioler une banque. Je ne veux pas être arrêté avec vous. »
Blanca agita la main et sortit de la voiture. Jordi, comme promis, ne prit pas d'argent. Il comprit que dans cette situation, elle n'avait pas d'argent supplémentaire. Non seulement elle était enceinte, mais elle venait également de sortir de prison. Et alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment de la banque, il la regardait continuellement. Jordi attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Il avait déjà imaginé mentalement que les sirènes allaient retentir, que la police et les ambulances arriveraient. Mais 5 minutes passèrent, et il y avait le silence tout autour, les gens vaquaient à leurs occupations, et aucune alarme ne se déclenchait. Après s'être assuré que Blanca n'allait pas cambrioler la banque, il appuya sur l'accélérateur et continua à conduire. Mais à peine après avoir dépassé l'intersection, Jordi tapota sa main sur le tableau de bord et dit « Mince, encore une panne. Et un passager important m'attend. Maintenant, le passager se plaindrait à son patron, et Alvaro le laisserait sans argent. » Il était arrivé en retard. Le passager ne dit rien, mais le regarda d'un air mécontent. Cela suffisait à savoir qu'Alvaro le gronderait. Il était silencieux tout au long du trajet, craignant de dire un mot. Et le client n'était pas pressé de parler, fixant sa tablette. Après quelques heures, Jordi se dirigea vers le bureau. Son cœur se serra à l'idée de sa propre insignifiance. Après tout, il ne pourrait même pas dire quoi que ce soit à son patron. Et Alvaro aurait raison s'il le punissait, bien qu'il y ait l'espoir que le client ne commence pas à se plaindre. Il laissa sa voiture sur le parking et se précipita dans le bâtiment du bureau. Iker passa près de lui et lui sourit méchamment. Il y avait une querelle constante entre eux, Iker obtenait les meilleures et les plus chères courses. On racontait qu'il faisait plaisir à Alvaro Coronado avec ses propres méthodes. Quand Jordi y pensait, il se sentait immédiatement mal à l'aise. Et toute sa haine envers Iker se reflétait sur son visage, ses sourcils se fronçaient et sa bouche se tordait. Le patron sortit de son bureau pour le rencontrer. « Ah, Jordi, tu es juste à temps. Au fait, je peux voir à ton visage que quelque chose ne va pas. Tout va bien? Laisse-moi deviner, tu me détestes, c'est pour ça que tu fronces les sourcils. Eh bien, viens avec moi, tu vas te mettre encore plus en colère. Eh bien, c'est ça, il ne peut rien attendre de bon, Teresa. » Jordi se mit nerveusement en route et entra dans le bureau. Il y avait un bureau massif devant la fenêtre et une chaise délabrée à côté. Étrangement, l'intérieur du bureau avait changé de façon radicale. Avant, il y avait des fleurs sur le rebord de la fenêtre, mais maintenant il n'y en avait plus. Et la CH. Elles étaient différentes, celle-ci avait l'air d'être sortie d'une casse. Jordi se tourna vers le patron et rencontra son regard moqueur. « Oui, c'est ton futur intérieur. J'ai délibérément amené cette chaise ici. Tu dois voir à quoi ressemble le désespoir et la pauvreté. Tu as une idée de pourquoi je fais ça? Non. Je suppose que tu as juste un sens de l'humour démesuré, répondit Jordi avec un frisson dans la voix. Tu as un peu raison, répondit Alvaro en lui tapotant l'épaule, je peux faire des blagues parfois. Mais pas dans ton cas, je sais que tu étais en retard aujourd'hui. Tu pensais que si tu partais pour une autre ville avec un autre passager, je ne le saurais pas? Je suis désolé, Alvaro, mais j'ai été bloqué dans les embouteillages plusieurs fois, et la voiture ne cesse de tomber en panne. Jordi s'excusa autant qu'il put, mais il savait toujours que c'était inutile. Et si le patron avait mis en scène ce spectacle, c'était pour flatter son estime de soi. Alvaro était très arrogant. Il pouvait passer des heures à se regarder dans le miroir et à ajuster sa cravate. Il s'aimait probablement plus que quiconque. En montrant une chaise, le patron invita Jordi à s'asseoir. « Non, merci, » répondit-il nerveusement en serrant les poings. « Bon, d'accord. J'ai mis un traceur dans ta voiture. Je savais que ça me servirait bien. » « De quoi parles-tu, Alvaro? » Jordi, j'ai vu tout ton trajet. Tu t'es arrêté plusieurs fois, puis tu as traversé des ruelles. Tu as même fini près d'une banque. Ne me dis pas que tu avais un compte dans cette banque et que tu voulais le vérifier. Jordi se sentit encore plus nerveux en entendant parler de la banque. Après tout, il avait plaisanté avec Blanca en lui disant de ne pas la cambrioler. L'avait-elle cambriolée? Était-il maintenant complice de vol? Essayant de chasser cette pensée, Jordi demanda frénétiquement. « As-tu vu autre chose? » « Non, mais c'est suffisant pour te punir. »
Je ne sais pas juste comment le faire pour que tu t'en souviennes toute ta vie. Laisse-moi juste payer l'amende, dit Jordi en suppliant. Ce n'est pas suffisant. Tu n'apprendras pas ta leçon de cette façon, répondit Alvaro en colère. Et juste au moment où il disait cela, Iker entra dans le bureau sans frapper à la porte. Il regarda son patron et demanda sans gêne. « Eh bien, tu ne lui as pas dit? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? » Jordi s'approcha d'Iker et le fixa intensément. « Tu te fais virer, mon pote, répondit Iker joyeusement et avec malice. Jordi reporta son attention sur Alvaro. « Mais tu ne peux pas me faire ça. J'ai tellement fait pour toi, j'ai toujours accepté les courses les plus difficiles et les moins chères. Tu as traversé mon chemin une fois, dit sévèrement le patron, tu n'aurais pas dû te mettre en valeur devant le PDG. Il a arrêté de me verser des bonus à cause de toi. Crois-tu que je peux te pardonner? Non, Jordi, tu te trompes, tu es viré, prends ton dernier salaire, et je ne veux plus jamais te revoir. Jordi baissa la tête et s'éloigna lentement du bureau du patron. Mais soudain, il s'arrêta et regarda Iker. La vie mettra tout à sa place. Une vieille et délabrée chaise près de la table attira son attention. Jordi pensa, Blanca avait raison quand elle a dit que les choses allaient changer dans ma vie. Après cela, il ne voulait plus rester dans ce bureau. Jordi alla au service de la comptabilité, prit le reste de l'argent et quitta le bâtiment. Le vent agitait ses boucles et il fixait silencieusement le vide. Une effrayante incertitude l'attendait. Soudain, la banque lui vint à l'esprit, et Jordi frissonna à nouveau, et si elle l'avait vraiment cambriolé, et qu'Alvaro m'avait laissé partir exprès, et ensuite les flics arrivaient? Secouant la tête, le chauffeur de taxi se dirigea vers l'arrêt de bus. Maintenant, il ne pouvait se permettre que les transports en commun. Et s'il ne trouvait pas de travail bientôt, il devrait marcher. Mais il n'avait aucune idée d'où trouver un emploi. Jordi ne maîtrisait aucune autre profession, n'a pas de diplôme universitaire et n'a pas d'expérience. Il s'est avéré qu'il était un homme sans expérience et sans éducation. Il se sentait nauséeux. Et il pouvait à peine retenir ses larmes. Les passants se retournaient, pensant que l'homme n'était pas bien. Jordi se tenait à l'arrêt de bus et chuchotait quelque chose pour lui-même. Pendant ce temps, plusieurs bus étaient déjà passés dans la bonne direction. Et seule une dame âgée, tenant un sac lourd, s'arrêta soudainement devant lui. « Monsieur, pourquoi êtes-vous si triste? Le temps est beau, la pluie a cessé, et le soleil brille. Oui, vous avez raison, le temps est beau. Mais ça ne me remonte pas le moral. J'ai été viré aujourd'hui, juste parce que j'ai traversé mon patron. » En plissant l'œil gauche, la dame s'approcha et murmura. « Ne t'inquiète pas, tu ne l'as pas fait exprès. Ton jour viendra. Mais souviens-toi, quand ton jour viendra, ne le repousse pas, c'est ton destin. Êtes-vous complice de tout le monde? » demanda Jordi en colère. « Tout ce que j'entends, ce sont des secrets et des allusions. Qui peut enfin me dire ce qui se passe ici? » Tandis qu'il agitait les mains en essayant d'obtenir une réponse, la vieille dame avait déjà le temps de disparaître au coin de la rue. C'était comme si elle était apparue seulement un instant pour partager un autre secret avec Jordi. Complètement perplexe, il monta dans le bus et rentra chez lui. Il acheta du pain et une brique de lait au magasin. Il savait que Luna l'attendait. Et dès que la serrure de la porte se verrouilla, le chat sortit immédiatement dans le couloir. Elle s'appuya sur ses jambes et commença à se blottir et à ronronner. Après avoir caressé son animal de compagnie, l'ancien chauffeur de taxi dit « Tu es la seule à vouloir me voir, Luna. » Le chat ronronna en entendant son nom. Jordi retira ses chaussures, se dirigea vers la cuisine et lui versa du lait dans un bol. Luna abandonna ses jambes et alla vers le bol de lait. La tête penchée vers le lait, elle regarda son maître du coin de l'œil et se lécha la bouche. Il y avait tellement d'amour et de dévotion dans ses yeux que Jordi ne put le supporter et se couvrit le visage de ses mains. Il resta près de la fenêtre un moment, à peine capable de maîtriser ses émotions. Mais soudain, il y eut un coup à la porte. Jordi tressaillit même. Étrange, je n'attends personne. Regardant prudemment dans le couloir, il demanda depuis l'entrebâillement. « Qui est là? » Une réponse fut entendue de l'autre côté de la porte. « C'est moi, Rosita. » Jordi, ouvre la porte, prenons le thé. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il ouvrit la porte. « Wow,
Tu as pleuré? Demanda Rosita en plaisantant. Oh, allez, laisse-moi essuyer ton visage. Voilà, c'est mieux, ne pleure plus. Je suis désolée, Rosita, dit Jordi, j'ai passé une mauvaise journée. Ça ne sert à rien de s'amuser, ou de prendre le thé. Je pense que tu ferais mieux de venir me voir un autre jour. Mais c'est mon anniversaire. Mon 77e anniversaire. Je voulais juste faire plaisir à mon voisin préféré. Et Jordi dit avec culpabilité. Oh, c'est vrai. J'étais tellement stressée que j'ai tout oublié. En premier lieu, tu as oublié ta vie personnelle. Ne me regarde pas avec ces yeux surpris. Je sais que tu ne sors avec personne. Il est grand temps. Tu es un grand garçon, et tu as besoin d'une famille. Ce n'est pas bon de vivre seul, tu vas vieillir avant même de t'en rendre compte. Rosita, et ta famille? Parce que maintenant tu devrais être avec eux pour ta fête d'anniversaire. Oh, Jordi, tu ne comprends toujours pas, commença la voisine en soupirant profondément. Mes enfants et petits-enfants ne viennent que pour quelques heures, voire moins. Ils ont leurs propres occupations et ne sont pas intéressés à passer du temps avec une vieille dame. Si mon mari était encore en vie, je ne m'ennuierais certainement pas. Mais maintenant, je reste simplement assise près de la fenêtre et regarde les autres gens se promener avec leurs enfants ou petits-enfants. Maintenant, je comprends, dit Jordi tristement, mais je ne suis pas destinée à être un homme de famille. Je travaille constamment et je passe tout mon temps à gagner de l'argent pour la vie. Pourtant, je ne peux même pas dépenser autant d'argent qu'avant, car ils m'ont renvoyé. Oh, pauvre garçon! Jordi, mais tu ne devrais pas désespérer. Et pourquoi parlons-nous sur le pas de la porte? Allons dans la cuisine, et je te ferai du thé. Jordi ne pouvait pas refuser cette offre. Ils entrèrent dans la cuisine ensemble et dressèrent la table. Il semblait que Rosita voulait continuer la fête d'anniversaire. Elle prit une part de gâteau et la posa sur une assiette devant Jordi. Mange. Il y a aussi de la salade, des saucisses et du fromage. Mange bien. Et ne suis pas mon exemple, je ne mange pas beaucoup parce que je ne suis plus jeune. Et mon appétit n'est plus ce qu'il était, même si c'était différent quand j'étais jeune. Dis-moi, Rosita, le bien revient-il? Je veux dire, est-ce que ça arrive que tu fasses quelque chose de bien pour un étranger, et que des choses bien arrivent dans ta vie aussi? Bien sûr, Jordi. J'ai beaucoup aidé de gens, et ensuite ils étaient heureux de m'aider aussi. Mais peu d'entre eux me rendent visite ces derniers temps. Mais je n'en suis pas offensée, j'ai fait tout ce que je pouvais. Pourquoi me demandes-tu ça? Tu as probablement offert un trajet gratuit à quelqu'un. Oui, c'est ça, dit Jordi. J'ai offert un trajet gratuit à une fille, elle n'avait pas d'argent pour payer. Je lui ai dit que le trajet était gratuit, et je lui ai simplement souhaité bonne chance. Elle était tellement pressée, je ne lui ai pas vraiment posé de questions. Jordi ne dit pas à sa voisine que la fille était une ancienne détenue, et qu'elle était enceinte. Il ne savait tout simplement pas comment elle réagirait. Peut-être qu'elle l'aurait blâmé. Il avait déjà assez de gêne pour une journée, pas besoin de causer plus de problèmes. Rosita, en revanche, ne le blâmerait probablement pas. Elle n'était pas du genre à chercher les côtés négatifs chez quelqu'un qu'elle respectait. La soirée thé se termina vers 11 heures du soir. Jordi raccompagna Rosita et retourna dans la cuisine. Il restait des restes de salade, quelques morceaux de gâteau et des saucisses. Il mit toutes ses friandises au réfrigérateur. Il n'avait plus vraiment faim, mais il devait réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Jordi prit son ordinateur portable et commença à parcourir les offres d'emploi sur des sites web. Chaque entreprise exigeait de l'expérience et des qualifications qu'il n'avait pas. Cela ne signifiait qu'une chose, il devait travailler comme homme à tout faire, ou une compétence particulière n'était nécessaire. Tout ce qu'il avait à faire était de suivre les instructions. À partir de ce jour, Jordi commença une nouvelle vie, il ne conduisait plus de voiture, mais travaillait en plein air tout le temps. Et cela le rendait de moins en moins désireux de penser aux opportunités incertaines. Était-ce vraiment pour ce genre de vie qu'il était venu dans la capitale? En pensant à tout ce qu'il avait prévu, Jordi en vint soudainement à la conclusion qu'il n'avait presque rien accompli du tout. Oui, il avait réussi à s'installer dans la grande ville. Mais après? Quels étaient les prochains pas? Il ne le savait pas encore, car il avait fait un pas en arrière et devrait recommencer à zéro. Il se souvint de certains moments de son enfance où il avait dû se battre pour sa liberté de choix.
Si ce n'était pas grâce à son ingéniosité, nul ne sait où il serait maintenant. Pour une raison quelconque, il avait envie de voir ses parents. Mais Jordi savait que c'était impossible car ils n'existent pas. Ils avaient abandonné leur bébé et avaient décidé de vivre sans lui. C'était comme un magasin de jouets, quand quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez le rendre. Jordi s'agita toute la nuit et mal dormi, tourmenté par l'idée que la vie se résumait au travail et au foyer. Il n'y avait pas de place pour l'amour pour réchauffer son âme. Mais Rosita avait raison, nous avons tous besoin d'aimer quelqu'un, c'est la seule chose qui peut nous sauver de la solitude. C'est si dur, surtout quand on est vieux, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Mais sa voisine n'était pas heureuse non plus, elle disait que ses enfants et petits-enfants venaient très rarement, et seulement pour quelques heures. Ils ont leurs propres intérêts, donc ils ont rarement besoin de leur grand-mère. Un tel avenir effrayait Jordi, il ne voulait pas rester un vieil homme indésirable. 2 semaines passèrent, Jordi s'habitua à son nouveau travail et ne pensait plus au fait qu'il avait autrefois peur de son patron méchant. En même temps, l'image de Blanca commençait à apparaître de plus en plus dans son esprit. Mais il savait qu'elle était enceinte, et il était peu probable qu'elle veuille partager ses problèmes. Non, cela ne valait pas la peine d'en parler, encore moins d'en rêver. Mais l'envie de la revoir l'emporta, et lui donna matière à réfléchir. Un jour, alors qu'il attendait le bus à l'arrêt de bus, Jordi vit une vieille dame qui marchait vers lui. Elle portait un sac lourd sur son épaule qui pendait presque jusqu'au sol. La vieille dame lui fit signe. Jordi ne pouvait pas croire que c'était la même vieille dame qui avait dit que sa vie changerait, et qu'il aurait bientôt son jour. Quand il ferma les yeux, il ne les rouvrit pas pendant presque 1 minute. Et quand il regarda dans cette direction à nouveau, il ne vit personne. Il eut l'impression d'avoir des hallucinations. Mais c'était impossible, sa santé était bonne. Jordi décida qu'il avait juste besoin de se reposer, et de ne pas sortir travailler le samedi. Quand il rentra chez lui et nourrit son chat, il s'allongea sur le canapé et s'endormit. Mais pas plus d'1 heure passa lorsque Luna commença à miauler pitoyablement. Jordi se réveilla et la regarda. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le chat ronronna et sauta sur le canapé. Quand elle fut près de son visage, elle siffla. Jordi fut choqué. « Quelqu'un t'a fait peur, Luna ?» « Wow, même ton pelage s'est dressé. » Mais le chat continua de siffler et de reculer du canapé. Jordi s'assit, puis il entendit quelqu'un gratter à la porte. Il se sentait nerveux, tout comme lorsqu'il avait rencontré Blanca. Ses mains devinrent engourdies, et sa langue était sèche, il ne pouvait pas prononcer un mot. Jordi se leva du canapé et se dirigea vers le couloir. Soudain, le grattage sur la porte se transforma en un coup régulier. Mais ce n'était pas un coup fort, c'était probablement une femme. Cela devait être la voisine, Rosita. Jordi se dépêcha d'ouvrir la porte. Mais quelle fut sa surprise en voyant Blanca vêtue d'un manteau et de bottes chères. « Bonjour, tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle joyeusement. « Oui, bien sûr. Il est difficile de t'oublier. Puis-je entrer, ou es-tu de mauvaise humeur? » « Désolé, je ne me sens pas bien, répondit Jordi mais laissa entrer Blanca. Trop de choses désagréables sont arrivées dans ma vie, je n'ai même pas envie d'en parler. J'étais sûre que tu m'avais oublié. J'ai dû faire des efforts pour te retrouver. Je ne pensais pas que ce serait si facile de se perdre dans la capitale. C'est la capitale, il est facile de perdre quelqu'un ici, dit Jordi d'une voix plus enjouée, mais tu es parti de chez toi depuis si longtemps, alors ne sois pas surprise. Oh, pardon pour avoir parlé de ton passé. Ce n'est pas grave, Jordi, répondit Blanca et alla dans la cuisine. Oui, je dois apprendre à vivre à nouveau. Mais je suis sûre que je n'oublierai jamais mon passé. Il est tellement plein de taches sombres que je ne pourrai pas les effacer de ma vie. Attends, de quoi parles-tu? Demanda Jordi étonné, bien qu'il savait déjà ce qui se cachait derrière tout ça. De ça, dit Blanca en montrant son ventre arrondi, tous les secrets et les taches sont ici. Et si tu as le temps, je te raconterai. Oui, bien sûr, je viens juste de rentrer du travail, donc je ne suis pas pressée. Jordi alluma la machine à café et demanda. Peut-être que tu as faim? Non, je suis allé au restaurant et j'ai dîné là-bas. Quoi? Tu ne peux pas comprendre pourquoi j'ai tellement changé. D'où me vient l'argent pour aller au restaurant? Pour être honnête, oui, répondit Jordi embarrassé, le jour où tu as failli te faire écraser par ma voiture,
Tu portais des vêtements usés, des chaussures de la mauvaise taille, et tu n'avais pas d'argent. D'ailleurs, j'espère que tu n'as pas volé une banque. Et Jordi pointa du doigt ses vêtements chers. Blanca rit et posa sa main sur la sienne. Non, il n'y a rien de mal à s'inquiéter, je n'ai pas eu besoin de voler une banque. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Il y avait une tension maladroite parce que les paroles de Blanca sur le fait qu'elle avait pris quelque chose ressemblaient plus à un vol. Et Jordi s'attendait à ce qu'elle dise « J'ai vraiment volé de l'argent, et j'ai acheté des choses chères avec. » Mais en même temps, il savait que c'était impossible de faire quelque chose comme ça seul, avec le système de sécurité moderne, surtout pour une femme enceinte. Pour briser ce silence gênant, et en même temps pour en savoir le plus possible sur elle, Jordi dit calmement. « C'est bien que tu n'aies rien fait d'illégal. Tu as enfreint la loi une fois auparavant, et tu as dû payer pour cela. En passant, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu fini en prison? » Blanca prit une tasse, en prit quelques gorgées, et commença à parler. « Eh bien, c'est une longue histoire, et je vais commencer par le fait que je suis tombée enceinte du directeur de la prison. »« Vraiment? » s'exclama Jordi, et faillit s'étouffer. « Oui, c'est vrai, mais je n'avais pas le choix. Il a promis que je pourrais sortir en liberté conditionnelle. J'ai honte de le dire, mais être intime avec lui était le seul moyen pour moi de sortir de prison. Bientôt, je suis tombée enceinte, mon patron m'a même emmenée pour une échographie. Et c'est là qu'on m'a dit que j'attendais des jumeaux. Tu peux imaginer? 2 garçons. Pas exactement, mais je peux imaginer, répondit modestement Jordi, c'est la première fois que j'entends parler d'une détenue qui est tombée enceinte du directeur de la prison. Habituellement, les femmes y arrivent déjà enceintes ou après des rencontres avec leur mari. Mais pourquoi? Je veux dire, tu ne peux pas aimer ses enfants. Blanca pencha la tête sur le côté et devint triste. Il était évident que les paroles de Jordi avaient touché son cœur. Mais il ne pouvait pas imaginer ce qui se passait dans l'esprit de cette fille. Leur première rencontre avait montré à quel point elle était vulnérable. Mais soudain, elle était venue vers lui, et elle était différente, avait l'air différente, et parlait sincèrement de son passé à un étranger. Jordi, je n'avais pas d'autre choix. Je devais sortir pour me venger. Je comprends, donc tu es tombée enceinte pour rien, juste pour exécuter ton plan insidieux. Attends, ne me juge pas avant de savoir ce qui s'est passé. D'accord, je ne t'interromprai pas, continue, dit Jordi en sirotant son café. Ce soir-là, Blanca lui raconta son destin difficile. Elle avait beaucoup souffert parce que son père, maintenant décédé, avait décidé de se remarier. Sa mère était décédée il y a seulement 3 ans, et il était déjà tombé amoureux d'une autre femme. Blanca ne l'a pas découragé, comprenant que son père était adulte et libre de décider de son propre destin. De plus, il était un grand homme d'affaires et possédait de nombreux biens. Naturellement, de nombreuses femmes voulaient devenir l'épouse d'un homme riche, et bientôt, une belle femme entra dans la vie de Sergio. Elle avait 10 ans de moins que lui, et le conquit facilement. Blanca vit qu'il était fou d'elle et ne remarquait rien autour de lui. Elle avait aussi une petite entreprise, et les choses à l'entreprise ne lui permettaient pas de contrôler la situation. Elle devait gérer son entreprise et son foyer. Mais tout a changé quand leur fils est né. Elle a forcé Sergio à se marier. Ils ont eu un merveilleux mariage. Jordi posa la tasse sur la table et interrompit son récit. « Attends, ton père ne savait pas ce qu'il faisait. D'après ce que tu as dit, il avait la 50aine. Et je ne crois pas qu'un homme de cet âge puisse perdre la tête. Eh bien, il était parfaitement conscient de ce qui se passait. Sauf qu'il aimait l'attention des femmes, c'est pourquoi il a décidé de se remarier. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il ne voulait pas m'écouter. Papa a toujours pris ses propres décisions, et cette fois-ci, il a décidé de se marier. Je suis désolée de t'interrompre, dit Jordi avec culpabilité, c'est juste que j'ai eu des problèmes similaires dans ma vie. Enfin, pas à propos du mariage, mais quelque chose comme ça. Je ne t'ai jamais dit que j'étais orphelin. Je n'ai jamais rencontré mes parents, et je ne sais toujours pas où ils sont ou ce qui leur est arrivé. J'ai passé toute mon enfance dans un orphelinat. C'est là que j'ai obtenu mon permis de conduire. C'est difficile quand on n'a pas de proches autour de soi, continua Blanca, j'ai réalisé cela quand j'étais en prison. J'ai obtenu un billet pour la prison à cause de mon demi-frère Enrique, le fils de la nouvelle femme de mon père.
Je ne veux même pas prononcer son nom. Tous les deux ont ruiné ma vie. Jordi réalisa qu'il avait besoin de faire une pause. Cuisinons quelque chose ensemble. Je comprends que tu peux te permettre d'aller au restaurant maintenant. Mais je n'ai pas ces possibilités. J'ai été renvoyé de la compagnie de taxi et je ne peux pas gagner suffisamment d'argent en temps comme à tout faire, mais je peux cuisiner quelque chose de délicieux. Attends, donc tout cela à cause de moi? Demanda Blanca avec stupeur. Tu as été renvoyé ce jour-là, et c'est de ma faute? Eh bien, honnêtement, mon patron cherchait toujours une raison de me virer, et cet incident était simplement cette raison. Mais mon patron ne m'aimait pas dès le premier jour, et voulait se débarrasser de moi. Il me détestait dès les premiers jours. Il pensait que j'étais son concurrent. Pourquoi? Une fois, j'ai osé dire au PDG quelles huiles étaient les meilleures pour les voitures. Et ensuite, j'ai proposé mes idées plusieurs fois. Le PDG me complimentait toujours, pas mon patron Alvaro. C'est pourquoi il voulait se débarrasser d'un concurrent. Ton patron est un salaud, dit Blanca. Plutôt un égoïste et un imbécile. Mais il le regrettera. Je lui prouverai qu'il n'aurait pas dû me virer. Ils cuisinèrent ensemble et mangèrent. Jordi remarqua que Blanca n'agissait plus comme si elle le voyait pour la première fois. Il était évident qu'elle lui faisait confiance. En regardant son ventre, il demanda: « Tu vas accoucher dans un hôpital municipal ou dans une clinique privée? Maintenant tu en as les moyens. Au fait, que fait ton frère, où est-il? Tu as dit que c'était de sa faute si tu es allé en prison. » Blanca répondit que le temps le dira, et ajouta: « Oui, c'est vrai, Enrique a fait ça. Je lui ai fait confiance et je l'ai laissé travailler pour ma société. Je l'ai embauché pour l'aider à la comptabilité et aux ressources humaines. Et il n'a pas bien fait son travail? » demanda Jordi. Il a causé des problèmes fiscaux à l'entreprise. En plus de cela, il a retourné les employés contre moi. En bref, il s'est avéré être un escroc et j'ai dû tout payer. Et franchement, je ne le regrette pas du tout parce que j'ai acquis une expérience inestimable. Quel genre d'expérience, si ce n'est pas un secret? J'ai appris à survivre dans des situations difficiles. Aussi, je peux distinguer les gens selon le principe du bon ou mauvais. Tu sais, j'ai traversé presque la même école de la vie quand j'étais à l'orphelinat. Et je pense que toi et moi avons des destins similaires. Reste chez moi ce soir, tu peux dormir dans la chambre, et moi, je dormirai sur le canapé de la cuisine. Blanca accepta, d'autant plus qu'elle n'avait aucune intention de partir. Il y avait une raison pour laquelle elle cherchait Jordi. Elle lui avait plu dès la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Et elle avait décidé de retrouver ce gentil chauffeur de taxi par tous les moyens. Mais, comme cela s'était avéré, il avait été renvoyé à cause d'elle. Et Blanca, se sentant coupable, avait décidé de réparer la situation. Elle avait vu combien il traitait sa voiture avec révérence. En effet, ce n'était pas seulement une voiture, mais un véritable ami pour lui. En s'endormant, Blanca pouvait déjà se voir à côté de Jordi. La seule chose qu'elle devait savoir était ce qu'il pensait de ses jumeaux. Son histoire sur la façon dont elle était tombée enceinte en prison l'avait profondément impressionnée. Le matin, elle entendit des bruits de vaisselle. Pour la première fois depuis des années, ce bruit n'était pas irritant. Blanca se souvint simplement s'être réveillée à l'aube en prison, avec ses camarades de cellule qui faisaient du bruit avec leur vaisselle. Mais là, elle appréciait ce bruit et se rendit dans la cuisine. « Bonjour, Jordi. »« Bonjour, Blanca. Pourquoi es-tu debout si tôt? Je prépare le petit déjeuner, donc tu devras attendre un peu. »« Je n'ai pas pu dormir, je pensais à nous, » dit Blanca avec prudence. « Que veux-tu dire? » demanda Jordi, faisant semblant de ne pas comprendre. « Je ne t'ai pas tout dit, il y a d'autres choses que tu devrais savoir. »« Wow, bois. Je vais être encore plus curieux? » demanda Jordi avec excitation. « Je pensais que hier tu avais fini avec ton passé, et que tu ne voulais plus y revenir. »« C'est vrai, le passé est loin derrière nous, » répondit Blanca, « mais certaines choses doivent être faites pour y mettre fin. Et c'est pourquoi je veux te demander de l'aide. Je suis désolée que ce soit si soudain, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. »« Super, me voilà de retour au jour où nous nous sommes rencontrés, » dit Jordi joyeusement, posant 2 assiettes d'œufs brouillés sur la table, et c'est presque comme si je devais refaire tout le chemin du chauffeur de taxi à l'homme à tout faire. « Jordi,
Il ne reste plus beaucoup de temps avant que les bébés ne naissent, et je dois récupérer ce que j'ai perdu. Je parlais de comment mon demi-frère m'a mise en prison. Eh bien, lui et sa mère ont pris possession de mon entreprise. Nous devons les punir et reprendre mon entreprise. J'ai créé cette entreprise, pas à pas, et j'y ai mis beaucoup d'efforts. Mais maintenant tout a sombré dans le chaos. Blanca pleura, et Jordi la serra dans ses bras. Il sentit un frisson sous ses mains. Et son cœur se serra encore plus fort. Il voyait une fille vulnérable et puissante, même si elle était riche. S'il ne l'aide pas maintenant, il ne se le pardonnera jamais. Passant sa main dans ses cheveux, Jordi dit: « D'accord, je t'aiderai, mais je ne sais pas comment. Tes proches doivent être des gens puissants. Et ils ont des connexions auxquelles nous n'avons pas accès. » Blanca sortit les documents de son sac à main et les tendit à Jordi. « Voici tout l'argent que j'ai sur mon compte. » Le regardant avec surprise, Jordi demanda: « Attends, mais n'as-tu pas dit qu'il t'avait tout pris? Il y a beaucoup d'argent ici. » « Oui, c'est vrai, répondit Blanca d'une voix lourde, ils ont pris non seulement l'entreprise, mais aussi mon père. Il est décédé pendant que j'étais en prison. La nouvelle est arrivée quand il était déjà enterré. On ne m'a même pas permis de lui dire au revoir. » Jordi la serra à nouveau dans ses bras, mais cette fois il l'embrassa. Il le fit dans un élan d'émotion. Et Blanca répondit, se pressant contre lui de tout son corps, autant que possible avec son gros ventre. Ils restèrent ainsi pendant presque une minute, sans se laisser l'un l'autre sortir de leur étreinte serrée. On aurait dit que deux amoureux s'étaient retrouvés après une longue séparation. Cette fois, il y avait une étincelle de sentiments mutuels entre eux. Et Jordi, sans s'en rendre compte, dit langoureusement: « Je t'aime, Blanca. » « Moi aussi je t'aime, Jordi, et je savais dès le premier jour que nous serions ensemble. Le jour où nous nous sommes rencontrés, tu as réagi si calmement au fait que tu avais une ancienne détenue dans ta voiture. Que devais-je faire, crier et le chasser de la voiture? Je ne sais pas, mais en général, les gens évitent ou regardent avec mépris ceux qui viennent de prison. Peu m'importe. Je ne te reprocherai jamais. Et réfléchissons maintenant à la façon de récupérer ton entreprise. J'ai retiré une partie de l'argent, mais pas tout, dit Blanca en montrant les chiffres sur les papiers et les chèques. J'avais besoin de nouveaux vêtements et de payer les gens qui t'ont trouvé. Jordi pensa soudain que Blanca avait rendu visite à son ancien patron. Et pour clarifier cette question, il posa une question intrigante. Est-ce qu'Alvaro t'a aidé, par hasard? Je ne sais pas de qui tu parles, mais si c'est si important pour toi, non, répondit Blanca avec véhémence, d'autres personnes m'ont aidé, mais je ne pouvais pas attendre plus d'eux. Ils ont fait de leur mieux. Maintenant, nous devons parler aux avocats et obliger ma belle-mère et son fils à me rendre mon entreprise. Jordi accepta d'aider Blanca, et il n'attendait aucune gratitude en retour. C'était maintenant une question d'honneur pour lui. Il savait ce que trahison signifiait et ce que cela faisait d'être humilié. Ensemble, ils trouvèrent le meilleur avocat de la ville. Et après de longues négociations, il donna sa parole qu'il aiderait à résoudre ce problème. Jordi apprit également que peu de temps avant sa mort, le père de Blanca avait ouvert un compte en son nom et y avait transféré presque toutes ses économies. La belle-mère de Blanca n'était pas au courant, mais si elle l'apprenait, elle l'obligerait certainement à lui donner accès à ce compte bancaire. Le père avait donc veillé sur l'avenir de sa fille. Mais il ne pouvait pas l'aider à éviter la prison. Peut-être que c'était sa façon de tenter de se racheter. C'est pourquoi Blanca décida de jouer le tout pour le tout. Elle savait que c'était la seule façon de récupérer l'entreprise et de redorer sa réputation. Jordi fit de son mieux, il dut même quitter son nouveau travail. Il surveillait ce que faisaient la belle-mère et son fils. Enrique menait une vie luxueuse. Il n'avait aucun problème d'argent, car l'entreprise prospérait. En observant son comportement, Jordi remarqua plusieurs choses. D'abord et avant tout, il était détendu, il manquait de vigilance et ne voulait rien faire de sérieux. La belle-mère, en revanche, était différente, elle supervisait l'entreprise et gérait habilement l'ensemble du processus. On aurait dit qu'elle avait été dans les affaires toute sa vie. Jordi dit à Blanca ce qu'il avait remarqué. « Bien, alors ils ne t'attendent pas pour se montrer, dit-elle d'un air malicieux, nous devons agir avec décision pour qu'ils n'aient pas le temps de faire quoi que ce soit. Je suis sûre qu'ils ont des mesures de secours en cas d'urgence. » « Tu sais mieux que moi, Blanca, dit Jordi,
Je veux juste que tu ailles bien. Les avocats engagés préparèrent les documents pour le procès, et entre-temps, Blanca et Jordi travaillèrent sur leur relation. Quelques jours plus tard, ils emménagèrent dans leur nouvel appartement avec Luna. Blanca retira de l'argent du compte et l'utilisa pour acheter la maison familiale. Aucun d'eux ne doutait que c'était le début de leur vie ensemble. Les paroles de la vieille femme à l'arrêt de bus et de sa voisine Rosita étaient prophétiques. Jordi a dû reconstruire sa vie au cours de ce voyage difficile et sinueux. Le destin l'a récompensé pour sa gentillesse. Depuis son enfance, il a toujours essayé d'aider les autres, même si ce n'était pas toujours facile. Ses qualités en ont fait un homme fort, sans peur des défis. Il n'avait pas peur d'aider Blanca, même s'il savait que cela pouvait être risqué. Bientôt, Blanca surprit Jordi en lui achetant une voiture de luxe. Au début, Jordi hésita à accepter un tel cadeau somptueux, mais il finit par accepter, promettant de lui rendre l'appareil un jour. En tant qu'assistant, Jordi resta en contact avec les avocats. Ils l'informèrent que la belle-mère de Blanca, Amaya, et son demi-frère, Enrique, étaient de plus en plus nerveux. Il semblait qu'ils pressentaient un danger, ou que quelqu'un les avait alertés sur le véritable propriétaire de l'entreprise qui venait les chercher. Jordi informa Blanca de cette évolution. Comme tu peux le voir, tes actions n'ont pas passé inaperçues. Eh bien, ils doivent se préparer à être punis pour le crime qu'ils ont commis. Au fait, comment trouves-tu la voiture? Merci, mon amour, c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu, répondit Jordi en serrant Blanca contre lui. Elle sentit une chaleur envahir tout son corps et posa sa tête sur son épaule. Soudain, elle entendit Jordi murmureur en caressant son ventre. « Mes garçons, je vous verrai bientôt. » Blanca réalisa que Jordi ne l'abandonnerait certainement pas, ni elle ni leurs futurs enfants. Elle n'avait pas fait le mauvais choix. C'était l'homme qu'il lui fallait. Peu importe les autres difficultés auxquelles elle devrait faire face, l'essentiel était qu'ils soient ensemble maintenant, et rien ne les séparait. Mais la méchante belle-mère, Amaya, avait commencé à agir. Elle envoya son fils bien-aimé, Enrique, à l'appartement de Blanca. Mais celui-ci eut de la malchance car Jordi réussit à l'intercepter. Ils se croisèrent juste devant l'entrée. Jordi reconnut immédiatement le demi-frère de Blanca. « Eh bien, bonjour. Où vas-tu, voir ta sœur? Excuse-moi, est-ce que je te connais? » dit Enrique nerveusement. Jordi pouvait voir qu'il ne s'attendait pas à une telle rencontre et qu'il essayait donc de l'ignorer pour passer son chemin. « Nous ne nous connaissons pas encore, bien que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et je ne suis pas content de ce que toi et ta mère avez fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi partir. » cria Enrique et tenta de se précipiter dans l'immeuble. Mais Jordi l'attrapa par le col et le plaqua contre le mur. « Écoute, espèce de salaud, je sais ce que tu as fait à Blanca. Ce n'est pas seulement de la méchanceté, c'est un crime. » À ce moment-là, des gens sortirent de l'immeuble et Enrique essaya de leur parler. Jordi réagit avec une rapidité fulgurante, lui donna un léger coup de poing dans l'estomac et l'emmena dans sa voiture. « Maintenant, il n'y a plus personne pour nous gêner. Dis-moi qui t'a dit de piéger Blanca et de l'envoyer en prison. Et n'essaie pas de mentir, je découvrirai la vérité de toute façon. Si tu mens, tu le regretteras, je ne plaisante pas. » Enrique acquiesça nerveusement, et avec une voix tremblante, commença à raconter l'histoire. « C'était l'idée de ma mère, elle voulait devenir l'unique propriétaire de l'entreprise de Sergio. Mais Blanca se mettait en travers de son chemin, alors elle m'a demandé de faire disparaître la fille du businessman pendant un certain temps. Et tu n'as pas pu penser à autre chose que de la mettre en prison? » demanda Jordi en colère. « Qu'est-ce que je devais faire? La tuer? C'est une chance que tu aies été assez intelligent pour ne pas le faire. Que sais-tu d'autre? » Rien, je le jure, bredouilla Enrique. Je ne te crois pas, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le père de Blanca est mort si soudainement. Tu ne trouves pas ça étrange? Eh bien, il était vieux. Peut-être que son cœur n'a pas supporté, dit Enrique en regardant Jordi. Sérieusement? Tu t'attends à ce que je croie ça? Il n'avait que 54 ans, et Sergio ne s'est jamais plaint de sa santé. J'ai déjà trouvé quelques informations, comme tu peux le voir, je n'étais pas inactif. J'ai vérifié toutes les informations te concernant, toi et ta mère. Je te surveille, ne pense même pas pouvoir me tromper.
À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Blanca. « Allô, mon chéri, j'arrive tout de suite. » Elle hurlait et pleurait. « Je suis en train d'accoucher, et je dois aller à l'hôpital tout de suite. » Jordi regarda Enrique et dit en colère. « Va-t'en, je te laisse partir pour l'instant. Mais ta belle vie sera bientôt terminée. » Enrique sortit de la voiture et s'enfuit. Pendant ce temps, Jordi monta à l'appartement, évalua la situation et appela une ambulance. Il accompagna Blanca à la maternité, mais on ne lui permit pas d'entrer. Il attendit le médecin qui pourrait lui dire ce qui n'allait pas et comment il se sentait. Une demi-heure plus tard, l'obstétricien apparut. « C'est bien que vous soyez venu à l'hôpital tout de suite. Votre femme restera ici un moment. C'était une fausse contraction, mais elle va bientôt accoucher. Docteur, mais la naissance devrait avoir lieu dans plus de 2 semaines. Je comprends tes inquiétudes, mais la nature décide quand tes enfants naissent. Et c'est formidable que tu aies des jumeaux. Tu devrais être heureuse et remercier Dieu pour ce généreux cadeau. » « Merci, mais ils ne sont pas. » Jordi voulut dire que les enfants ne sont pas ses fils biologiques, mais il s'arrêta. Le médecin les considérait comme mari et femme. D'une manière ou d'une autre, tout était chamboulé dans sa tête, et il se précipita dehors. Il vit une fenêtre ouverte dans l'une des chambres. Blanca regardait dehors. Elle le regarda et dit à voix haute. « Je t'aime. » Avec un profond soupir, Jordi répondit. « Moi aussi, je t'aime. Toi et nos bébés. Tu te rends compte, le médecin a dit que nous sommes mariés. Et tu n'as pas aimé ce qu'il a dit? » demanda Blanca. « Je l'ai adoré. Et je sais même quoi faire à ce sujet. »« Attends, ne pars pas, reste un peu plus longtemps, » lui demanda-t-elle en s'appuyant contre le cadre de la fenêtre. « Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je dois reprendre ma vie en main et récupérer mon entreprise. Ou peut-être que nous devrions laisser les choses telles qu'elles sont? Pas question, Blanca. Repose-toi, prépare-toi pour l'accouchement, et je m'occuperai de tout le reste. » Après ces paroles, Jordi monta dans la voiture et se rendit au bureau de l'avocat. Il l'attendait déjà. « Jordi, prends place, » lui dit l'avocat. « Oui, merci. Nous avons tout prêt, nous pouvons commencer le procès demain. » Et autre chose, Amaya a conduit l'entreprise à la faillite. « Je n'arrive pas à y croire, José. » s'exclama Jordi. « Alors tout cela a été fait en vain? » « Non, pas en vain, j'ai trouvé les bonnes personnes, et elles ont stoppé le processus de faillite. Je pense que Blanca pourra remettre l'entreprise sur pied. Oui, elle devra investir pour réparer la situation, mais compte tenu de ses moyens financiers, je ne pense pas que cela posera un problème. Tu as raison, José. Mais Blanca ne peut pas être impliquée dans ce processus pour le moment. Elle est à la maternité et l'accouchement pourrait commencer d'une minute à l'autre. J'ai compris, Jordi. Nous te tiendrons informé de tout, d'autant plus que tu connais tous les documents. » En sortant de la rencontre avec Jordi, Enrique a immédiatement tout raconté à sa mère. Et ils ont même envisagé de tout rapporter à la police. Mais ils ont changé d'avis car ils ont été convoqués devant le tribunal. De plus, on les a prévenus que ce serait un cas sérieux. Et il valait mieux régler les choses pacifiquement maintenant que d'aller en prison plus tard. Amaya a ignoré ces avertissements et a pensé qu'elle était libre de décider quoi faire de l'entreprise. Mais son fils a commencé à faire ses valises. Il a compris qu'on ne le laisserait pas tranquille et qu'ils obtiendraient toutes les informations. Donc, pour minimiser les conséquences négatives pour lui-même, il a pris le risque de tout avouer. Il a appelé Jordi et lui a demandé une rencontre. Au cours de la conversation, Enrique lui a dit que sa mère avait empoisonné Sergio. Mais il ne l'avait pas vu lui-même. Mais quand Sergio est décédé, Amaya a dit une fois que son médicament avait fonctionné et que le vieux Gripsou était enfin mort. Toutes ces informations sont immédiatement parvenues à la police. Et ils ont arrêté la femme. Cependant, ils n'avaient pas de preuves directes et pour l'instant, elle n'a été condamnée que pour fraude. Pour sa collaboration avec les forces de l'ordre et ses aveux sincères, Enrique est resté en résidence surveillée. Mais ce n'était que temporaire, car après le procès, il risquait une véritable incarcération. Il a fallu plusieurs jours pour tout comprendre. Et pendant ce temps, Jordi a rendu visite à Blanca tous les jours. Il ne pouvait plus s'imaginer sans elle. Et elle était heureuse que quelqu'un ait besoin d'elle. Une fois,
Une infirmière leur a même permis de passer un peu de temps seuls, tous les deux. Et là, Jordi, à genoux, a demandé Blanca en mariage. C'était si émouvant que Blanca ne pouvait tout simplement pas refuser. Elle a dit que c'était une véritable bénédiction pour elle. Elle a commencé à embrasser Jordi, puis a soudain crié. Les contractions ont recommencé, et l'eau semble se rompre. Tout le personnel infirmier est arrivé immédiatement, et l'a emmené à la salle d'accouchement. Jordi est descendu et a attendu. Il a patiemment attendu 3 heures. Enfin, le médecin est sorti et a dit « Félicitations, vous avez des garçons. » À ce moment-là, Jordi pleura et étreignit le médecin. « Je suis tellement heureux, j'ai eu 2 fils. » Ensuite, il l'a dit encore, mais si fort que tous les patients de la maternité semblaient l'entendre. Même Blanca sourit en l'entendant. Elle était allongée dans la chambre avec ses 2 bébés à côté d'elle. Elle les regardait et les larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie. Le lendemain, Jordi est revenu au bureau de l'avocat. José lui a dit qu'Amaya était accusée de fraude et ne serait pas libérée de sitôt. Enrique, en revanche, risquait d'avoir une peine avec sursis. Mais le plus important, ajouta l'avocat, c'est que nous pouvons récupérer l'entreprise de Blanca. Nous préparons actuellement les documents et je pense que d'ici une semaine ou 2, tout sera réglé. En attendant, félicitations, vous êtes désormais heureux parents de 2 petits anges. Et que vous soyez tous bien. Merci José, mais... Je sais, c'est pour ça que je dis que tout ira bien. Jordi réalisa que l'avocat savait tout. Et il garderait certainement le secret. Surtout qu'ils étaient devenus de proches amis pendant tout ce temps. Une semaine passa et Blanca se préparait à sortir de l'hôpital. Jordi vint la rencontrer, et avait déjà acheté des fleurs à l'avance. Il attendait près de sa voiture. 1 minute plus tard, un taxi entra dans la cour, et Alvaro en sortit. Il rencontra le regard de Jordi, et dit à voix haute. « Ça fait longtemps, mon pote. Tu travailles à nouveau comme chauffeur de taxi? Et qui t'a confié une voiture aussi chère? » « Content de te revoir, Alvaro, » rit Jordi, « c'est ma propre voiture. » « Et la tienne a besoin de réparation. »« C'est ta voiture? » »« Non, je ne te crois pas. C'est juste impossible. » Pendant ce temps, Blanca arriva avec les bébés. « Chérie, désolé de t'avoir fait attendre. » Jordi lui tendit les fleurs, et prit les petits dans ses bras. « Je peux t'attendre éternellement, mon amour. » Jordi embrassa Blanca, se tourna vers Alvaro, et dit sarcastiquement. « Comment se fait-il que tu aies été rétrogradé de patron à simple chauffeur de taxi? » Il n'écouta pas plus loin, bien qu'Alvaro marmonna quelque chose. Il n'avait plus rien à faire de lui, car la chose la plus merveilleuse de leur vie venait d'arriver. Une semaine plus tard, Blanca vint elle-même chez les avocats, et les remercia du succès de l'affaire. Son entreprise avait été restituée à son propriétaire. José avait fait de son mieux pour finaliser les documents le plus rapidement possible. Il était également l'avocat de la défense lors du procès et avait fourni des preuves montrant comment Amaya et son fils Enrique avaient frauduleusement pris le contrôle de l'entreprise de Blanca. Elle nettoya sa réputation et stoppa le processus de faillite. Elle décida de gérer l'entreprise avec Jordi. Et pour ne pas perdre son expérience de conduite, il accepta d'être son chauffeur. C'est encore mieux, tu n'as pas besoin d'embaucher quelqu'un d'autre. D'accord, mon amour, mais seulement comme emploi à temps partiel. Et tu es mon assistant le reste du temps. Amaya a reçu la peine maximale pour cet article et a été envoyée en prison. Enrique a été reconnu coupable comme complice, mais il a collaboré avec l'enquêteur et a écrit des aveux, il a donc bénéficié d'une peine avec sursis. Personne n'a plus jamais entendu parler de lui, il est parti à la campagne et a décidé d'y gérer une ferme. Peu de temps après, Blanca et Jordi se sont mariés. Les paroles de la vieille dame à l'arrêt de bus se sont réalisées. Et c'était bien que Jordi n'ait pas renoncé à son bonheur. Tant Rosita que le médecin de la maternité ont été invités au mariage. Après tout, il n'avait personne d'autre à inviter. Blanca était sans parents et Jordi était orphelin. Ainsi, ils avaient le même destin. Après la naissance des bébés, Jordi est officiellement devenu leur père et leur a donné son nom de famille. Il a insisté là-dessus, disant qu'il n'était pas juste qu'il soit élevé dans une famille incomplète. Blanca n'a pas protesté, car elle ne voyait son avenir qu'avec Jordi. Elle était incroyablement forte et patiente.
Elle avait enduré tant de choses et n'avait pas flanché. Ce n'était pas facile, mais ils ont réussi à sortir l'entreprise de la crise financière. Maintenant, elle fonctionne pleinement et est rentable. Mais ils ont dû licencier tout le monde et embaucher une nouvelle équipe. Ils étaient imprégnés de haine envers Blanca et ils ne pouvaient pas rester. Jordi a recruté les nouveaux employés lui-même, il a interviewé tout le monde en personne. Blanca n'avait pas oublié son père et trouvait le temps de visiter sa tombe. Il était enterré à côté de sa mère. Blanca est restée près de la pierre tombale pendant longtemps et a pleuré. Le destin avait été cruel envers elle, mais il avait réparé les erreurs qu'elle avait commises. Ou peut-être que c'étaient ses parents de l'autre côté qui avaient aidé leur fille à survivre et à trouver l'amour.